Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar. Déjà samedi, Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Quand je dis samedi, Franck, c'est déjà la première semaine du mois de mai qui s'achève et la situation politique, elle est assez pétillante, elle fait un peu peur. Ne parlons plus de sociopolitique, mais nous aussi journalistes, nous avons vécu notre journée de la presse. Oui. À sa manière. À sa manière, comme on dit, mais il y a eu donc ce fameux procès contre les journalistes de privé et qu'il y a aussi cette mise en garde du ministre de la Communication pour dire aux différentes rédactions, journaux, parler ou écrire, comme quoi il ne faut pas dépasser la limite de certaines choses pour faire notre travail de journaliste. Moi, je pense que nous sommes en pleine panique en ce moment, c'est-à-dire que, est-ce que à chaque fois donc que l'on s'exprime, qu'une radio s'exprime, qu'un journal donc écrit des faits, est-ce qu'il faut toujours donc faire attention pour ne pas déplaire aux dirigeants de ce pays? C'est ça donc ce que j'appelle... Faire de la presse de complaisance, c'est ce que vous voulez dire? Oui, puisque c'est ce que veut donc ce régime, c'est que à chaque fois, même s'il y a des exagérations, on l'admet? On l'admet, oui, ça c'est sûr qu'il y a des exagérations dans des propos. Je ne sais pas, dans les faits, puisque à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des révélations, c'est vrai que c'est à la justice de s'exprimer, de trancher. Comme ça s'est passé en France, avec Nicolas Sarkozy, la presse Mediapart, qui a accusé Nicolas Sarkozy de partir donc d'une lettre faite par des dirigeants libyens qu'elle a été financée par Kadhafi. C'est la justice qui va trancher, mais entre-temps, ce sera cette guerre de communiquer, cette guerre en disant c'est une infamie, vous êtes en train de, je dirais, de diffamer de quelqu'un, etc. Mais ça c'est classique. Mais ici donc, je ne pense pas qu'on ait l'habitude de ce genre de révélation et que maintenant, dès qu'un journaliste donc veut, je dirais, publier quelque chose qui concerne des intérêts, ça va toujours donc se terminer parce que ce qui est passé avec nos collègues de cette radio privée. Donc c'est là que peut-être qu'il faut voir les choses, qu'il ne faut pas user à abuser de ce fameux code de la communication. Peut-être que c'est là qu'il faut le réformer maintenant. Ou peut-être aussi, Franck Ramarson, c'est l'investigation. Qui ne plaît pas à tous les dirigeants. Nous, de temps en temps, on le fait ici. Mais nous, on le fait avec des preuves matérielles et que l'on avance pour que les gens sachent ce qu'il en est exactement de ce que l'on écrit ou l'on se dit sur cette station. Question d'ailleurs qui a été posée par certains auditeurs et par les consommateurs, comme on le dit dans notre jargon, Franck Ramarson, à l'endroit de nous, journalistes. Peut-on accepter la liberté de presse ou avons-nous peur de cette liberté de presse? Le problème, c'est que nous avons peur de la démocratie. Démocratie, donc, englobe la liberté de presse, la liberté de manifester, la liberté d'expression en général. C'est inclus dans la Constitution, n'importe quelle Constitution. Même si cette Constitution, la 4e République, que ne reconnaît pas la communauté internationale, c'est donc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc moi je pense qu'on a peur que le peuple s'exprime réellement quand elle voit la réalité des choses. Là, vous avez vu depuis quelque temps la réponse que je dis à toutes les revendications sociales, à toutes les revendications politiques, c'est quoi? On l'a vu samedi dernier, c'est la répression. Donc le gaz lacrymogène. Et on se permet de lancer des grenades lacrymogènes contre des chefs d'institution. Là aussi, il faut poser la question, est-ce que les chefs d'institution peuvent aussi manifester vu leur rang et leur ordre protocolaire? J'allais justement le dire, mais cette histoire de double casquette aussi, ça déroute toute... Vous savez, en France, quand il y a eu des défilés vers les années 62, vers les années 68 et tout cela, effectivement, il y a eu donc des ministres qui sont descendus, mais ils enlèvent leur écharpe de ministre, mais ils ne s'amènent pas avec des gardes-corps. Ils s'amènent comme des simples militants. Donc c'est là qu'il faut voir les choses. Mais quand même, eu égard, je n'ai jamais vu des CRS lancer des grenades lacrymogènes, des grenades fumigènes contre, exemple, comme j'ai vu en 68, les Michel Debré, les couves de Murville, quand on voit donc tous ces films d'antan, non, ça n'existe pas. Il y a qu'à Madagascar, ça existe. Toujours l'exception, quoi. C'est pour ça que cette forme de nombrilisme, d'insularisme, ça nous dessert quelquefois parce que ça ne permet pas d'avoir une certaine vision de la moralité politique. Puisque vous parlez de la France, Franck Ramarson,
on ne peut pas échapper à cette actualité, l'élection présidentielle en France. On ne peut pas y échapper parce que, malheureusement pour certains, ils n'aiment pas quand je dirais, nous sommes les anciennes colonies françaises. Nous faisons quand même partie du précaré français. Et nous l'avons bien vu, même avec, je dirais, la façon dont on a géré cette crise, avec donc des organes de subsidiarité comme la SADC, Madagascar a toujours été une priorité pour la France. Et vice-versa. Puisque nous avons l'habitude que ce soit toutes les crises, tous les problèmes qui se trouvent en Afrique, la France est toujours présente pour parler, intervenir, y mettre son grain de sel, je dirais, dans le processus, comme ça s'est passé au Mali, Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, et même en Libye. Ça va peut-être coûter l'élection à Sarkozy d'avoir fait initier cette invasion de la Libye par l'OTAN, puisque il y a 2 ans, il était en bras dessus, bras dessous avec Kadhafi. Cette histoire de, je dirais, d'intervention en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, puisque lui, il voulait en profiter, que ce soit donc je dirais, une aubaine pour lui, pour se racheter en politique intérieure. Enfin, ça, je ne me mêle pas de la politique française, mais à Madagascar, donc tout le monde, quoi qu'on dise, suit donc cette élection. Et je suis étonné que mercredi soir, tous les hommes politiques malgaches, tous qui se sentent intellectuels, intelligents, se sont empressés de voir le débat entre de très haut niveau, que l'on ne trouvera jamais à Madagascar, puisque nous n'avons pas le même personnel politique. Vu donc ce qui se passe avec la composition des noms désignés à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a vu l'énarque Hollande contre l'avocat Sarkozy qui défendait son bilan, mais là au moins on a vu ce que c'est un débat technico-politique qui fait que on peut voir donc une certaine image de ce que c'est la démocratie dans le monde, dans un pays comme la France. Mais ce qui a permis aussi aux autres candidats qui ne passent pas donc le second tour évidemment, de se prendre en main et de voir aussi l'avenir de son parti et de prendre position par rapport à ce deuxième tour. Vous savez, Prisca, nous sommes donc aujourd'hui samedi. Aucun des candidats malheureux pour cette élection ne s'est prononcé pour Nicolas Sarkozy. Je dis bien aucun. Soit ils votent blanc, donc il faut voter blanc. Mais voter blanc aussi, c'est un peu dur. Non, voter blanc, pour moi, ça veut dire soutenir Hollande. Soit ils votent pour François Hollande. Mais je reviens un peu à Marine Le Pen qui dit je vote blanc. Mais elle sait très bien que c'est François Mitterrand qui leur a permis, avec, je dirais, cette loi proportionnelle dans les élections, qui leur a permis d'avoir 36 députés. En 86, 36 députés du Front National. Donc, ils savent très bien que si Nicolas Sarkozy passe, cette nouvelle donne électorale de la loi proportionnelle ne passera jamais, donc ils seront qu'une dizaine, 5, même maximum. Donc là, avec François Hollande, c'est sûr qu'ils vont pouvoir, donc je dirais, c'est un calcul politique. Pour Bayrou, moi je pense à travers son vote pour Hollande, c'est Jacques Chirac et une partie du RPR, de Villepin, qui s'exprime à travers la position de Bayrou, parce que Madame Chirac est avec Sarkozy, et vous savez très bien que les hommes de Chirac ne peuvent pas voir en peinture Nicolas Sarkozy, donc ils se sont tous rangés derrière François Bayrou. Ce positionnement de François Bayrou veut dire qu'il y a les Chiraciens derrière. Bon, bref, comme vous dites, nous, ce qui nous intéresse à Madagascar, qu'adviendra-t-il de la feuille de route de ce régime au lendemain des élections françaises? Mais par ailleurs, Franck Ramarson, il n'y a pas que nous, parce que la presse américaine, la presse asiatique aussi, porte aussi son attention par rapport à l'évolution de ce qui se passe en France, mais les Français, eux aussi, sont très intéressés par rapport aux relations bilatérales ou multilatérales de la France. Par contre, Madagascar, nous, qu'est-ce qu'on en pense selon le Courrier de Madagascar? Vous savez, je pense que vous voulez parler de la France-Afrique pour nous. Quel est l'impact? L'impact, comme a dit l'ambassadeur, il y a une tradition républicaine dans la diplomatie, donc il n'y aura pas, je dirais, 2 changements notoires, puisque actuellement c'était le retour vers l'ordre constitutionnel, donc les élections et la feuille de route. Je ne pense pas qu'on va aller plus loin. Mais il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que M. François Hollande ne connaît pas l'Afrique. Il va s'exprimer à travers les anciens réseaux de François Mitterrand. Donc nous avons eu la visite ici de fils du président français, Jean-Christophe Mitterrand, il n'y a pas longtemps. Donc c'est peut-être pour tâter les pots, comment ça va se passer, quels sont les nouveaux interlocuteurs pour le François Hollande. Mais ce qui, je voudrais simplement dire ici, il y a certainement des changements, puisque le régime de transition du président Radziwiłł, son entourage, était très lié à ce que j'appellerais M. Claude Guéant, M. Bourgi. Il y a les gens qui faisaient le va-et-vient entre-temps, et pourtant ces personnes sont, je dirais, rejetées par le clan
de M. François Hollande. Donc, à Madagascar, c'est peut-être pour ça que M. Jean-Christophe Mitterrand n'a pas vu le président de la transition pour ne pas être taxé demain qu'il y a déjà des négociations là-dessus. Il a vu simplement le Premier ministre Omer Berger. Un dernier point, Franck Ramerson, deuxième semaine, nous allons l'entamer d'ici 48 heures. Comment Courrier de Madagascar voit ce qui va se passer ou quelle analyse allez-vous donner? Dans ce qui va se passer, c'est toujours... Donc, pour nous, ici au pays, je parle. Il y a toujours cette tension, c'est-à-dire à quoi joue-t-on quand on voit maintenant toutes ces bombes artisanales qui sont placées par-ci par-là, qui sont derrière donc cette déstabilisation. Deuxièmement, il faut dire une chose, Prisca, c'est que la nouvelle donne en France, je dirais, va polluer la politique à Madagascar. Quoi qu'on dise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien que nous avons nos propres problèmes de non-paiement de salaire, de... Bien sûr. Et puis, comme je vous ai dit la dernière fois, la population se pose des questions sur, je dis comme vous le dites même, le problème de non-paiement de salaire, de non-paiement des indemnités, problème donc des subventions des transporteurs. Et à côté, quand on voit qu'il y a des révélations qui se font, comment sont financés donc tous ces camions pour la commune, tous ces hôpitaux, tous ces, je dirais, infrastructures que l'on a annoncées à grande pompe pendant cette transition. Donc je pense que maintenant, c'est la redevabilité sociale que le peuple veut, comment sont gérées les finances de ce pays et qui détient le cordon de la bourse réellement. Parce que beaucoup doutent que c'est toujours à travers le budget que la présidence finance donc toutes ces infrastructures maintenant. Et les experts des Nations Unies vont présenter leur rapport. Les experts des Nations Unies, donc c'est peut-être là qu'il faut voir que les choses... Est-ce que réellement la mouvance du président de la transition, son équipe veut réellement faire des élections? On peut faire peut-être venir les experts des Nations Unies, on fait venir les experts de l'OIAF à travers la CENIT, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont convoqués à des élections parce qu'ils viennent peut-être à Madagascar pour faire le rapport et avoir leur per diem après, c'est une question des experts, ils ont fait leur travail, point c'est tout, mais ça va pas aller plus loin à mon avis. Écoutez Franck Ramerson, je vous laisse passer un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et puis de ce week-end.